Salut, bienvenue à votre grand rendez-vous du soir, près de 2 heures de télévision consacrée à l'actualité, aux échanges avec des acteurs de développement. Nous sommes tous mobilisés ici, en tout cas, pour vous servir. Juste votre attention. On y va avec la météo. Eh bien voilà, c'était donc là une idée générale de ce que sera le temps demain, mardi 16 janvier 2018. Elle fait parler d'elle en ce moment et s'en est prise à 4 communes dans le sud Bénin. La peste porcine a eu pour conséquence 15 000 bêtes décimées. Alors cette grave épidémie fera l'objet d'un entretien avec un vétérinaire dans le monde agricole. Les appareils électromagnétiques font partie de notre quotidien, qu'il s'agisse des téléphones portables, des ordinateurs et bien d'autres appareils, une fois hors d'usage et jetés dans la nature. Que provoque-t-il? Que faire pour éviter l'empreinte écologique? On en parle avec notre environnementaliste ce soir. Les véhicules à 3 roues sont un autre moyen de déplacement. Ils sont utilisés généralement dans le transport des marchandises. Comment se comporter face à ces engins pour éviter les cas d'accident? Vous faites bien de nous suivre. Et puis, début d'année rime avec résolution. Nous avons réservé pour vous des astuces pour vous aider à réussir dans vos affaires. Alors, sans plus tarder, nous irons vers Nadège Sani pour avoir ne serait-ce qu'une petite idée du sommaire de ce qu'elle nous réserve dans son journal. Nadège Sani, bonsoir. Bonsoir à vous, Karamata Agbataou. Alors, est-ce qu'on peut avoir avec les téléspectateurs, bien sûr, les grandes lignes, les grandes articulations de votre 1945 de ce lundi? Bien sûr, Karamat, dans le 1945, nous proposons aux téléspectateurs un reportage sur le business plan. Un expert du domaine nous parlera de sa conception ainsi que de son importance dans le processus de création d'une entreprise. Nous parlerons également de la vente à la sauvette. C'est une activité qui gagne du terrain dans nos grandes villes. Pour finir, nous parlerons du cinéma. Les productions audiovisuelles locales n'ont pas le privilège d'être promues par la diffusion sur un écran géant. Quelles sont les raisons? On le découvrira avec Jennifer Sativi. Merci beaucoup à vous, Nadège Sani. Nous allons donc là vers le premier plateau, nature et bien-être. Alors, les déchets électroniques dans la nature, quels sont leurs impacts sur l'environnement? Découvrons d'abord ce reportage et on revient en parler sur ce plateau. Le développement de la science et de la technologie rend l'homme de plus en plus dépendant des appareils.
Au bureau comme à la maison, l'homme a besoin des équipements électriques et électroniques au quotidien. L'homme est devenu l'esclave du progrès. Au Bénin, par exemple, des milliers de tonnes d'équipements électriques et électroniques atterrissent sur le territoire. L'envie affichée du président de la République de faire du Bénin le quartier numérique de l'Afrique a amené le gouvernement à supprimer toutes les tasses qu'il prélevait sur les ordinateurs et ses accessoires. C'est pourquoi bon nombre de véhicules d'occasion qui passent par le port sont remplis d'ordinateurs et de télévisions. Mais que deviennent les déchets électriques et électroniques? Selon l'Organisation des Nations Unies, en 2007, le Bénin est passé de 6 000 à 8 000 tonnes de déchets électroniques et électriques. Ces équipements de deuxième main, pour la plupart, se retrouvent très tôt sur les dépotoirs ou décharges. L'eau de pluie lessive tous les métaux lourds qu'ils contiennent et cela entraîne la pollution de la nappe phréatique. Ceci entraîne une contamination des produits maraîchers. Ceux qui travaillent sur ces déchets sauvages, à force de casser, d'inhaler des gaz et de brûler les plastiques, sont tellement exposés aux maladies et en meurent en silence sans que personne n'arrive à faire le lien entre leur travail et leur décès. Dans son œuvre, le manifeste pour la gestion écologiquement rationnelle des déchets électriques et électroniques au Bénin, l'expert et consultant international en environnement, l'ancien ministre Rogatien Biaou, affirme que les déchets électriques et électroniques présentent des conséquences graves sur la santé humaine et sur l'environnement. Il faut, selon Rogatien Biaou, 485 millions de francs CFA par an pour la collecte, le tri, le stockage et le traitement de ces déchets au Bénin. Voilà, c'était donc un reportage que nous a proposé l'ONG Nature Tropicale. Et vous avez déjà sur ce plateau Amandine Anyambossou et son invité qui répond au nom de Armand Arwandinou. Il est expert en système intelligent. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation sur le grand rendez-vous de ce lundi. C'est un plaisir pour moi. Amandine Anyambossou. Bonjour Karamat. Un plaisir aussi de partager ce temps de télévision à vos côtés. Le plaisir est partagé. Alors, qu'est-ce qu'on a à retenir sur les déchets électroniques dans la nature et de leur impact, surtout sur l'environnement? Voilà un peu Karamat Agbatao, le sujet dont on va parler ce soir sur nature et bien-être. Il faut dire que les déchets électroniques, nommés également les e-déchets, sont des sources dangereuses de pollution pour l'environnement, alors que ces appareils font partie intégrante de leur quotidien. Exactement. Mais une fois hors d'usage, que deviennent ces déchets électriques et électroniques? C'est la question que je m'en vais poser au docteur Arnaud Arwandinou. Bonsoir docteur, dites-nous d'abord ce qu'on appelle déchets électriques et électroniques. Merci à vous. Donc effectivement, c'est Arnaud Arwandinou pour une petite correction. Oui. Et par déchets électriques et électroniques, on peut entendre tout équipement électronique que nous utilisons de façon simple au quotidien. Il y a plusieurs catégories. Il y a ce qu'on appelle les gros ménagers, les petits ménagers, les appareils informatiques et télécoms, donc notamment des ordinateurs, les portables, tout ce que nous utilisons. Donc, tout appareil doté donc, de cartes électroniques ou de fonctions électroniques peut être appelé donc déchets. Les appareils qui utilisent les piles. Bien sûr, lorsqu'ils sont hors d'usage, donc ils deviennent des déchets électriques et électroniques. Et qu'est-ce qu'ils deviennent quand ils sont hors d'usage? Alors, on qualifie d'hors d'usage deux catégories. Il y en a qui sont quand même encore exploitables parce qu'ils sont relativement encore en état. Il y a d'autres qui ne sont plus du tout en état, donc il faut jeter. Ben, jeter, si je dis ça, ça fait un peu trop vite dit, mais il faudra retravailler. C'est qu'on ne peut plus utiliser, c'est hors d'utilisation. Et quand c'est hors d'utilisation, est-ce qu'il faut les jeter seulement dans la nature ou bien en fait d'autres usages? Parce qu'au Bénin, ici, on constate que
Ce qui n'est plus utilisable, on les jette au même titre que les déchets solides et ménagers. Voilà, donc évidemment, le problème est beaucoup plus profond. Oui. Il n'est pas lié uniquement donc, aux DE, aux déchets électroniques et électriques. C'est de façon générale que nous n'avons pas encore la bonne méthode de recyclage de tout ce que nous avons comme équipement hors d'usage. Tout ce que nous utilisons qui n'est plus bon à utiliser, eh bien, il y a une façon de gérer tous ces éléments-là. Mais alors, pourquoi est-ce que ces appareils-là, une fois hors d'usage, constituent un potentiel danger pour les populations? Parce qu'en fait, ces équipements hors d'usage de façon générale donc, contiennent des substances qui sont toxiques, d'accord? Et donc, qui sont une vraie source de pollution de l'environnement. Notamment, le stockage de ces déchets entraîne, par exemple, la pollution du sol, du sous-sol, de l'air, de la nappe phréatique, comme nous avons vu tout à l'heure dans l'élément qui est passé. Donc évidemment, quand on voit toutes ces chaînes, on peut s'attendre alors qu'il y ait des conséquences non seulement environnementales, mais aussi des conséquences sur l'homme, sur tout ce qu'il y a autour de l'homme. Alors, on se pose aussi la question de savoir à quelle position se situe le Bénin, puisqu'on sait qu'il y a des pays comme les États-Unis et la Chine qui sont les grands pollueurs, en tout cas dans le domaine. Oui, alors, donc, malheureusement, ou je ne sais pas, fort heureusement, pour les pays en voie de développement, les États-Unis, donc on va dire l'Occident de façon générale, mais les pays tels que les États-Unis et la France sont quand même, disons, les principaux acteurs qui finalement, dans la stratégie ou la politique en fait, de gestion de ces déchets, sont très souvent amenés à les convoyer vers ces pays tels que le Bénin. Donc le Bénin, enfin, nous sommes des pays dépotoirs. Voilà, c'est une porte ouverte à tous ces déchets. C'est quand même un peu dur de dire ça, parce que tout à l'heure, je vous ai dit quand même qu'il y a en fait une partie de ces déchets qui sont en fait encore exploitables. Même dans ces pays, il y a des opérations de bradage en fait pour les nantis donc qui ont utilisé quelque chose ou bien qui n'en ont plus à vie à cause du snobisme, et donc après on passe ça à des gens pour utiliser donc de basse classe. Vous avez dit on passe ça à des gens qui en ont besoin. Voilà, par exemple, supposons que nous ici en Afrique, c'est parce qu'on en a besoin que eux ils nous envoient ça. Maintenant voilà que moi l'Africain, j'ai fini d'utiliser ça aussi. Voilà, c'est dangereux pour l'environnement. Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce qu'il faut construire, par exemple, des dépotoirs spéciaux pour ces déchets électriques et électroniques, ou bien qu'est-ce qu'il faut réellement faire? Voilà, donc déjà, en amont, il faudra trouver des solutions. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne faudrait plus que les Occidentaux nous envoient tout. Voilà. Est-ce qu'il y a une loi qui l'interdit déjà? Puis c'est aussi ça le truc, hein. Il faut déjà sortir des réglementations avant que les gens ne s'y conforment. Parce qu'on a l'impression que ça va aller dans tous les sens. Dans des pays qui n'ont aucune réglementation. Voilà. La venue de France, ça ne va pas dans tous les pays? Ça dépend. Par exemple, à Accra, je crois, il y a vraiment, c'est très connu, il y a un centre de traitement et les déchets viennent directement des États-Unis qui sont traités là, tri, collecte, un certain nombre de choses. Et donc, je crois qu'il y a quand même un bon contexte juridique qui régit un peu l'organisation. Mais après, même si on dispose de beaux tests, c'est l'application qui est le problème. Mais qu'est-ce qui pose problème alors dans l'application? Dites-nous. Oui, les plus forts sont les plus forts. Donc après, vous êtes d'accord avec moi que l'application peut poser des problèmes, même si les tests sont là. Il faut déjà, avec ces pays-là, faire en sorte qu'ils ne nous envoient pas tout ce qui est totalement hors d'usage, qu'ils les gardent et qu'ils trouvent des solutions. Ceux qui sont encore exploitables, pour nous, j'accepte, j'admets encore qu'on nous les envoie, qu'on l'exploite, puisque chez eux aussi, eh ben, on donne ça à la basse classe. Donc pour moi, ça ne me gêne pas du tout. Maintenant, une fois que c'est là, après c'est à nous de définir une bonne politique et stratégie de gestion de ces équipements qui sont maintenant totalement hors d'usage. Est-ce que le recyclage est une solution? Bien sûr, c'est une des premières solutions. Déjà, dans les ménages, il faut disposer peut-être de 2-3 poubelles. Et que, on ne s'en sort pas encore avec les déchets solides et ménagers. Mais il faut, hein, il faut. Non, ces déchets-là sont
une catégorie des déchets à gérer. Donc, ils sont pas, on ne va pas les mettre tout à part. Encore qu'ils sont encombrants à comparer avec les ordures ménagères. Si j'ai mon ordinateur qui se gâte... Ben ouais, donc, tu commences déjà par séparer tout au moins en 3. Tu sors le métal, tu sors le plastique. Est-ce qu'on est spécialisé pour ces genres d'opérations? Voilà. Oui, ça aussi, c'est un problème parce qu'effectivement, pour le faire vraiment correctement, il faut toute une bagatelle pour le faire parce qu'après, vous avez vu tout à l'heure, comme c'est montré dans l'élément, si n'importe qui le fait, bon voilà, c'est aussi une source qui peut maintenant porter atteinte à sa santé. Mais bon, si ce n'est que ce que nous utilisons, nos portables, on peut tout au moins enlever la batterie. On peut déjà essayer, en fait, de faire un certain nombre de choses personnellement dans les ménages. Et puis après, le reste va suivre parce que même la séparation qu'on va faire dans les ménages ne serait pas suffisante. Ce ne sera qu'un début de l'opération. Puis après, ceux qui en sont spécialistes comme structure, eh bien, viendront ramasser. En Europe, je vous dis, il y a un financement aujourd'hui de tous les projets innovants de gestion de ces déchets. Ça, c'est en France. Alors, pour le cas du Bénin, les pays africains, précisément le Bénin, est-ce qu'il y a un budget du genre? Est-ce qu'il y a quelque chose, une structure qui s'occupe de cela? Parce que c'est vrai, une chose est de vouloir, c'est-à-dire on sensibilise chacun dans les familles. Mais si on ne met pas les moyens ça ne va pas à disposition, on ne pourra pas s'en sortir. Je pense qu'il y a des solutions, c'est là ce qui est difficile. Principalement, je travaille depuis des années avec, par exemple, ITA, puisque je travaille dans le domaine agronomique, donc agricole, à diminuer les impacts environnementaux d'utilisation des pesticides et consorts. Pour la petite expérience, je peux vous avouer que c'est tout à fait difficile d'avoir accès, même avec la Banque mondiale, ce n'est pas toujours évident. Donc je pense qu'il doit avoir des solutions, il y a des solutions, c'est finalement y accéder qui est le problème. Donc il faut trouver un moyen de faciliter en fait l'accès à ces sources de financement qui vont permettre en fait de faire la sorte, il faut que les gouvernants ou bien les gouvernements africains s'impliquent davantage pour la gestion de ces déchets afin d'éviter les cas de pollution. Ah ben oui, c'est évident parce qu'il n'y a pas de meilleure santé que de mieux gérer son environnement tout autour. Mais moi, je me rends compte là que ce n'est pas uniquement le secteur agricole qui est en proie, enfin, qui a des difficultés à avoir accès au financement. Il y a aussi le secteur de l'environnement. Voilà. Enfin, c'est ce que je retiens de... Bien sûr, parce que... tous les secteurs parce que c'est de l'environnement. C'est vraiment pas pour produire forcément beaucoup de maïs et consorts, mais c'est participer en fait à produire un bon maïs. J'ai une question qui me vient à l'esprit. Le recyclage aujourd'hui, il semble un peu difficile par rapport à ces objets électroménagers, enfin, chez nous ici. Et c'est-à-dire que les concepteurs, dès le départ, n'avaient pas pensé à cette problématique. Voilà. Oui, comme je disais tantôt, en fait, il faut des entreprises spécialisées. Évidemment, ce serait bien, comme vous venez de le dire, en fait, de prendre vraiment en charge cet aspect-là, déjà dans la conception de ces équipements, de façon à ce que, à la fin, lorsque l'équipement est à la fin donc, de sa vie, qu'on puisse facilement le recycler. C'est une approche, mais toujours est-il qu'à la fin, il faut mettre vraiment en place la solution, la stratégie. Et qu'elle soit opérationnelle. Voilà, parce que ces déchets, il faut le rappeler, on ne peut pas les brûler, on ne peut pas les incinérer parce que non seulement ça cause des dégâts pour le sol et l'eau, mais également pour la couche d'ozone également. Et la santé aussi. Donc, c'est des déchets qu'il ne faut pas du tout brûler. Non, il faut recycler. Il faut recycler. Et voilà que le recyclage pose problème. Alors, si on doit les recycler, là, prenons l'exemple tout simple d'un ordinateur ou même d'un téléphone portable que nous avons encore que, bon, ils deviennent quoi après ce téléphone, par exemple, une fois hors d'usage? Qu'est-ce que j'en fais, moi? Voilà, donc, principalement, comme je vous ai dit, il y a des métaux, il y a plastique, il y a de la céramique. Donc, il faut séparer les principaux composants. Donc, lorsqu'on sépare normalement ce qui est plastique, on peut recycler assez facilement ce qui est plastique. Le métal, on peut toujours aussi extraire et recycler le métal. Et puis le reste aussi,
eh ben, on peut recycler parce que c'est de la carte électronique. On peut faire pas mal de choses avec. Donc, l'idée, c'est effectivement de définir ce qu'il faut comme ligne de conduite, en fait, à adopter pour pouvoir, en fait, limiter les dégâts de tout ce qu'il y a comme déchets électroniques sur l'environnement. Merci beaucoup à vous, Dr Arnaud Arondino, d'être passé sur ce plateau. Merci, c'est vous qui me remerciez. C'est moi qui vous remercie. C'est un plaisir. Et on espère vous retrouver une autre fois sur ce plateau, même si c'est avec une autre thématique. Il n'y a pas de problème, ce sera toujours un Karamata plaisir. Batao. La fine fleur, en tout cas, c'est ce que je retiens d'Alandé la dernière fois. Merci d'être passé par ici, Amandine Anyambossou. Donc, c'était avec vous les déchets électroniques et leur impact sur l'environnement. Et on recevait cette fois-ci, je ne vais pas me tromper sur le nom, Arnaud Arondino. C'est bien ça, vous êtes expert en système intelligent. Merci d'être passé, on vous attend très prochainement sur ce même plateau. Retenez en tout cas, chers amis, que le poids des déchets électroniques a atteint un record dans le monde en 2014 avec 41,8 millions de tonnes contre 39,8 millions en 2014. L'autre était en 2013, indique un rapport publié en 2015 dans le journal Le Monde. Après nature et bien-être, on va donc regarder du côté de l'ESPER. Et bien voilà, dans la rubrique l'ESPER, nous sommes avec un coach. Il s'agit de M. Alex Balogun. Il est coach en leadership de développement. Monsieur Balogun, bonsoir. Bonsoir. Alors, qu'est-ce que ça fait que d'être un coach, de savoir qu'on a tous les regards tournés vers vous, ne serait-ce que pour tirer l'essentiel, quitte à aller de l'avant? Qu'est-ce que ça fait? Oui, je pense que c'est un privilège d'apporter un plus pour permettre aux gens de quitter là où ils sont et d'être là où ils devraient être. Donc, je pense que c'est un privilège d'aider des entreprises, d'aider des individus pour réaliser leurs rêves et faire de leurs rêves une réalité. Et vous avez un baromètre propre à vous quand vous voyez un individu, une personne. Est-ce que vous pouvez, en l'espace de quelques minutes, faire une petite analyse et en déduire des choses? Bien sûr. Je pense que, comme j'ai l'habitude de dire, vous avez des mécaniciens qui n'ont pas besoin forcément de toucher à la voiture, mais juste en écoutant le son de la voiture, il vous dit « Ah, il y a quelque chose qui ne va pas avec votre voiture ». Vous avez un médecin qui vous regarde dans les yeux et dit « Oh, il vous manque vitamine, quelque chose », pas forcément, qui n'a même pas besoin de s'approcher de vous. Donc, il y a des gens aussi qui ont cette aptitude, cette capacité de vous étudier, de regarder votre comportement, de regarder votre manière, votre réflexion, comment vous réfléchissez, comment vous parlez, et qui peuvent vous dire ce qui ne va pas avec vous et ce que vous devez faire, mais que vous ne faites pas. Et j'en fais partie de cette... Avant la fin de ce plateau, vous me direz, même si ce n'est pas en présence des amis, enfin... Je vais vous piquer cette petite information me concernant. En attendant, on va servir nos amis téléspectateurs puisque nous sommes là pour eux. Alors, une année, quand une année démarre, on a toujours des résolutions qu'on prend, on tient toujours à quitter un point A pour un point B, évoluer dans tout ce qu'on fait dans les affaires, dans les entreprises. Alors, qu'est-ce qu'une année représente pour vous personnellement, pour une entreprise et puis un homme d'affaires de façon générale? Oui, merci beaucoup. Je pense que la fondation de tout, c'est la vision. C'est d'avoir une vision claire de sa vie, pour sa vie. J'ai 20 ans, j'ai 25 ans, j'ai 40 ans, mais où est-ce que je peux finir ma vie? Avoir une image claire de son avenir. Maintenant, chaque année est une étape, c'est un pas qui vous conduit vers votre destination. Mais si vous n'avez pas de vision, ça serait difficile pour établir les objectifs dans chaque année. Vous voyez? Donc, l'année, normalement, devait vous rapprocher de votre destination, qui est votre vision. Donc, cette année, par exemple, qu'est-ce que je dois réaliser? Qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir m'approcher de ma destination? Donc, c'est ça la question. Maintenant, pour une entreprise qui démarre cette nouvelle année de 2018, par exemple, quelle est la vision, quelle est l'image de l'avenir de cette entreprise? Lorsque nous avons une image claire de l'avenir, on peut dire maintenant que qu'est-ce que nous pouvons faire cette année pour nous rapprocher de notre avenir?
Vous voyez, par exemple, je prends un plat de riz rempli de riz, je peux pas manger ça en une fois. Je dois prendre cuillère par cuillère. Donc, le plat de riz, c'est la vision. Une cuillère par cuillère, ce sont les années qui m'aident à finir ma vision, qui m'aident à réaliser ma vision. Donc, une année pour moi, c'est une étape pour me rapprocher de mon avenir. Donc, je dois l'utiliser et non, l'année ne doit pas m'utiliser. Et quels sont les moyens pour mettre à disposition, enfin, pour pouvoir réaliser tous ces rêves-là? Oui. Parce qu'une mission, il faut des moyens pour les réaliser. Oui, je pense que la première chose, c'est d'abord d'imaginer la fin de l'année 2018. Exactement. Et maintenant, quelle est une vie parfaite pour moi en fin d'année? Lorsque j'ai cette image déjà dans ma tête, qu'est-ce que je dois faire pour réaliser ça? En décembre 2018, comment je peux me trouver et je serai content et heureux que j'ai passé une bonne année, que j'ai réalisé quelque chose. Lorsque j'imagine ça, je reviens maintenant au présent. La vie, au fait, doit être, on doit vivre la vie en ayant une image de fin et en revenant au présent pour y travailler. Donc, lorsque j'ai une image parfaite de ce que ma vie doit ressembler en fin d'année, je reviens maintenant en janvier, je dis, OK, qu'est-ce que je dois faire de façon quotidienne pour arriver à cela? Beaucoup de personnes ont la révolution, mais ils arrivent pas à réaliser. Ils n'arrivent pas à bouger vraiment. Exactement. Et qu'est-ce qui, selon vous, pourrait expliquer ces genres de situations où on a vraiment des envies, on nourrit tellement d'ambition à la fin d'une année, le début d'une autre, on se dit, ah mais écoute, il faut qu'en décembre prochain, que je puisse faire ci, que je puisse faire ça, que je sois peut-être à tel... Enfin, on voit grand, mais au bout du compte, le bilan n'est vraiment pas reluisant. Oui. Qu'est-ce qui bloque? Je pense qu'il y a deux choses principalement. La première chose, c'est la planification. Vous avez des objectifs. Si vous n'avez pas de stratégie pour l'atteindre, vous allez finir dans la tragédie. Wow. Vous devez avoir des stratégies, vous devez planifier. Qu'est-ce que je dois faire chaque mois, chaque semaine et chaque jour pour atteindre mes objectifs? J'établis de grands objectifs, je suis content, je dis ouais, je vais les réaliser, mais par quels moyens? Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Qu'est-ce que je dois faire tous les jours pour réaliser? Par exemple, quelqu'un dit, cette année, je vais avoir un diplôme de plus, je vais avoir un master ou une maîtrise. Mais qui ne suit pas les cours. Qui ne suit pas les cours. Un exemple, hein? Il n'identifie pas même l'école où il doit s'inscrire. Il n'identifie pas la filière qu'il doit faire, combien on paye à l'école. Le départ est faussé, c'est clair. Vous voyez, donc tout ça doit être établi avant de commencer l'année. D'accord. Ça, c'est la première chose, la planification. Et la deuxième chose aussi, c'est l'action. L'action. Peu importe la grandeur de vos objectifs, de votre vision. Il faut agir. Il faut agir, il faut prendre des pas. Là, il faut éviter de remettre à demain. Après, je vais le faire. Les gens disent souvent, il y a encore le temps. C'est un mythe, c'est pas vrai. Le temps que vous avez, c'est maintenant ou jamais. Maintenant, il faut agir. Donc, on dit souvent, il y a encore le temps, il y a encore le temps. 3 mois est parti, il y a encore le temps, 6 mois, et on se retrouve à la fin de l'année. Et qu'est-ce qu'on fait? On reporte. Ok, l'année prochaine, je pense que je vais le faire. Mais vous n'avez pas encore changé. Tant que vous ne changez pas, rien ne peut changer autour de vous. Ouais. Donc, vous devez d'abord prendre des dispositions, changer, dire, ok, à partir de maintenant, je suis une personne qui doit agir. Je ne suis plus une personne qui doit juste écrire ou noter ce que je dois faire, mais sans agir. Parce que sans l'action, ma vision ne pourra pas... L'action est le clou même de tout ce dont vous parlez. Exactement. Il faut agir. Mais je reviens encore sur les moyens. Oui. Mais il faut disposer d'un minimum. Oh, très bien. Ne serait-ce que financier, c'est vrai. On entend parler dire que voilà, on peut même créer une entreprise même avec 0 francs. Oui. Ça paraît sceptique. Enfin, on n'y croit pas vraiment. Oui, on veut savoir. Il faut les moyens. S'il n'y a pas de moyens conséquents, surtout, comment est-ce qu'on peut agir? Ok. On va faire quelque chose. Oui. Pour tous ceux qui nous regardent, à cet instant-ci, regardez autour de vous et essayez d'identifier des objets à couleur rouge. À couleur rouge. Rouge. Et en quelques secondes, 3 secondes. Et juste après ça, vous allez remarquer des choses que vous n'avez pas remarquées avant. Et 2,
Est-ce que quand vous avez fait l'exercice, est-ce que vous avez remarqué des objets en couleur bleue? Non, parce que votre pensée, votre cerveau focalisé sur la couleur la première rouge. couleur. Ça veut dire quoi? Notre cerveau recherche des opportunités, recherche des idées, recherche des ressources lorsqu'il est fixé sur un objectif. Si je dis, vous ne devez pas fixer vos objectifs en fonction de vos moyens. Non. Fixez les objectifs et les moyens. Vous allez voir, votre cerveau ira en action pour commencer par rechercher les moyens pour pouvoir accomplir les objectifs. Moi, par exemple, pour aller à l'université, j'avais juste décidé que je devais aller à l'université. Il n'y avait personne pour m'aider. Je suis allé demander le prix. On m'a dit, j'ai dit, je viendrai m'inscrire. Et après, j'ai eu à le faire. Je l'ai réalisé. Vous êtes inscrit avec du pécule. L'agent de l'inscription n'est pas venu. Je n'avais pas l'argent de l'inscription. Mais quand j'ai pris la décision que je vais m'inscrire à telle date, c'est là que j'ai pu identifier les opportunités. La plupart du temps, on vit au milieu des opportunités. Mais parce qu'on n'a pas des objectifs fixés, quelqu'un dit, cette année, je dois faire telle chose à telle période. Vous allez voir, l'homme est un aimant qui attire envers lui ce dont il a besoin pour réaliser sa vision. Mais lorsqu'il se limite en fonction de son environnement, je ne peux pas y arriver. Qui va m'aider? Les gens vont t'aider s'ils savent ce que tu veux faire. Comme quoi, il ne faut pas rester dans ton coin, il faut aller vers les autres. Qui va m'aider? Il n'y a personne pour m'aider. On ne sait même pas ce que tu veux faire. On ne sait même pas si tu as un rêve. On ne sait même pas si tu as un objectif. Et tu dis, qui va t'aider? Il y a des gens qui vont t'aider, qui vont se lever pour t'aider à réaliser ces objectifs, mais ils ne savent même pas que tu existes. Alors, quels sont les objectifs qu'une entreprise peut se donner en début d'année? Nous y sommes là. Oui, on peut fixer des objectifs pour dire, cette année, nous allons augmenter, par exemple, notre chiffre d'affaires. Nous allons augmenter aussi. Il y a un objectif capital que les entreprises ignorent souvent. C'est le développement du personnel. Votre personnel, cette année, doit s'améliorer. Pas s'améliorer en termes techniques seulement, mais aussi dans leur mentalité, dans leur mental. Ils doivent avoir l'excellence, par exemple. Vous pouvez vous dire, cette année, notre personnel aura une aptitude d'excellence en fin d'année. Nous voulons avoir une entreprise excellente cette année. Ça, c'est un objectif. Et maintenant, comment mesurer ça? Vous allez maintenant dire, parce qu'un objectif doit être mesuré. Si ce n'est pas mesurable, ce n'est pas un objectif, c'est un souhait. Donc, ça doit être, vous allez établir maintenant des systèmes pour mesurer. Lorsque je dis, je veux avoir une entreprise ou une organisation excellente, qu'est-ce que ça veut dire? Excellence, peut-être en termes de clients. Les clients doivent nous trouver excellents cette année. Ça, c'est un objectif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fin d'année, lorsque nos clients vont parler de nous, ils diront, oh, vous étiez excellents cette année. Alors, en termes aussi financiers, il faut que ce soit, il faut que la rémunération accompagne. Vous voyez? Et on a parlé d'un terme du personnel, les clients, le chiffre d'affaires. Une autre chose, c'est l'amélioration ou l'excellence dans les produits ou les services que vous offrez. En tant qu'une entreprise, on peut dire, OK, cette année, nous allons améliorer la qualité de nos produits, améliorer la qualité de nos services. Même un employé qui travaille dans une entreprise, tu peux te donner un objectif pour dire, cette année, je dois améliorer la qualité de ce que je fais. Tu es une journaliste ou présentatrice, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la qualité de mon service à cette télévision? Moi, j'ai envie de faire beaucoup de choses, hein, et je suis déjà à l'œuvre. Donc, il faut établir cela et maintenant mettre des systèmes pour mesurer. Pour mesurer ça en fin d'année, comment je peux savoir si j'ai vraiment réalisé mes objectifs. Tout ça, c'est très important. Alors, quels sont les risques qu'une entreprise doit éviter surtout quand on démarre une année? Lorsque vous démarrez une année en tant qu'une entreprise ou une personne, ne soyez pas focalisé sur votre environnement avant de fixer des objectifs. Voilà. Pourquoi? L'environnement peut ne pas être adéquat, peut ne pas être ce que vous voulez, mais vous ne devez pas fixer des objectifs en fonction des limites que votre environnement vous suggère. Oh, qui va acheter du pain dans ce quartier-là? Qui va acheter ça? Est-ce que les gens veulent encore ces genres de formations? Encore qu'avant de produire, il faut déjà connaître le marché sur lequel on veut exposer son produit. Il faut identifier le marché. Maintenant, quand vous identifiez le marché, mais ne vous limitez pas.
Ne dites pas parce qu'il n'y a pas l'argent dans le pays, personne ne viendra acheter. Tous les jours, les gens portent des habits, non? Tous les jours, on mange, tous les jours, on boit de l'eau, tous les jours, on prend le déplacement. Ça veut dire qu'on dépense des milliards au quotidien. Donc, ne vous limitez pas à votre environnement. Il est possible de s'enrichir et d'être très riche et encore à Cotonou. Donc, il faut juste foncer comme un taureau, comme l'a toujours dit un ami à moi. Foncer comme un taureau seulement quand vous avez des objectifs, quand vous avez des rêves que vous nourrissez, surtout depuis des années. Et exactement, et ne fixez pas de petits objectifs. Encore. Quelqu'un a dit... Si vous voulez rêver, rêvez grand. Rêvez grand. Si l'objectif... Le roi de Dubaï dit souvent, lorsque votre objectif ne semble pas impossible, c'est trop petit, c'est pas un objectif digne de nom. Si vous regardez votre objectif et puis c'est facile, vous pouvez réaliser ça, rêvez encore. Comme quoi il faut à chaque fois se mettre en difficulté. Exact, parce que vous avez des capacités illimitées. Vous pouvez faire des choses extraordinaires. Et la seule personne qui peut vous limiter, c'est vous-même. C'est vous-même. Donc arrêtez de vous limiter, rêvez et rêvez grand. Et n'oubliez pas, il ne faut pas juste rêver, il faut l'action. Et il ne faut pas rêver seulement, il faut l'action et il faut aussi rêver la tête sur les épaules. Hein. Il ne faut pas avoir de rêve utopique. Il ne sert à rien de dire que là maintenant on ira construire à Dubaï, je ne sais pas, un rêve du genre, mais il faut rêver dans la mesure du possible, mais toujours rêver grand. Votre rêve doit surtout avoir un rapport avec ce que vous voulez contribuer à la société. D'accord. Quel est le plus que vous apportez à cette nation? Votre rêve doit avoir un lien avec ça. Et lorsque votre rêve... Parce que les grandes personnes pensent à ce qu'ils vont contribuer, mais les petites personnes pensent à ce qu'ils vont consommer. Individuellement. Individuellement. Il faut bannir ce genre de pensée. C'est une mauvaise mentalité de penser à ce qu'on va consommer et non ce qu'on va contribuer. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Alex Balogun. Enfin, je vous laisse terminer votre phrase. Oui, parce que pour devenir plus riche et réaliser son rêve et aussi réussir dans cette année, pensez plus à ce que vous allez contribuer et non ce que vous allez consommer. Ceux qui pensent à ce qu'ils vont contribuer deviennent plus riches, mais ceux qui pensent à ce qu'ils vont consommer deviennent plus pauvres. La pauvreté, c'est un état d'esprit, ce n'est pas un manque d'argent. Merci beaucoup, Monsieur Alex Balogun, coach en leadership de développement planifié, action. Voilà ce que moi j'ai retenu et puis j'ai pu retenir. Voilà. Et puis il faut aussi avoir les moyens à côté, une bonne planification et une stratégie qu'il faut. Et puis c'est bon. Alors, merci beaucoup d'être passé. Beaucoup. Nous voir, c'était donc l'espère de ce lundi 15 janvier 2018. Alors, nous allons voir du côté de l'Internet, la toile, que s'est-il passé? Adonis Bon a pu glaner quelques informations pour nous. Nous allons lui faire la place. ActuWeb.
Nous avons Adonis Bon avec nous. Adonis, bonsoir. Bonsoir, Karamat. Alors, des informations, hein? Oui. On en a 3 principales aujourd'hui. Oui. On va parler du Bitcoin, c'est ça, et la polémique. On reviendra aussi sur la polémique de campagne sur la marque H&M. Et puis, enfin, ce qui secoue actuellement les chaînes de radio, de télévision, qui fait vraiment la une, c'est cette phrase du président des États-Unis, Donald Trump, « Shit all countries ». On reviendra là-dessus. Mais avant, on commence par le Bitcoin qui continue de déprécier. C'est une monnaie électronique. Eh bien, le Bitcoin, la monnaie virtuelle, sa valeur n'est pas stable. Tantôt elle monte, tantôt elle descend. Actuellement, le week-end passé, elle avait atteint la barre de 14,5 000 $, 14 500 $. Actuellement, elle a encore chuté, elle est maintenant à 13 500 $, selon des analystes. Et la prochaine base psychologique sera celle de 10 000 $, en dessous de la monnaie, en dessous de laquelle elle s'est changée en novembre dernier. Ainsi, il faut rappeler qu'elle n'est pas la seule monnaie qui a chuté. Il y a aussi l'Ethereum qui a chuté, le Ripple qui a connu aussi une chute de 4,1%. L'Ethereum a connu aussi une chute de 2%. Et qu'est-ce qui est à la cause de cette situation, de cette dépréciation? Elle ne peut pas souvent expliquer son augmentation ni sa chute. Alors, que dit la polémique sur la campagne de la marque H&M? Eh bien, la marque américaine H&M avait initié une campagne de publicité sur le net pour présenter ses nouveaux vêtements. Sur cette publicité, d'après l'image, il y a 2 enfants qui ont été présentés. Un en habit vert, en sweat vert, et l'autre en sweat orange. Je crois qu'on avait parlé de cette information la dernière fois ou je sais pas, on était passé juste à côté de ça. Et bien sûr, la polémique est partie de l'habit du jeune homme sur lequel il est écrit « Coolest monkey in the jungle ». Qui veut dire? Le singe le plus cool de la jungle en français. Oh. Et sur celui du garçon, il est écrit un expert en suivi. Le singe le plus cool et l'expert en suivi. Je vous laisse deviner qui incarne l'animal et qui incarne l'explorateur. Suite à cette campagne de publicité, Wicad a posté les 2 images. Le singe le plus cool et l'expert en suivi. Je vous laisse deviner qui incarne l'animal et qui incarne l'explorateur chez H&M. Juste après ça, la marque a retiré cette campagne de publicité, mais ça n'a pas empêché des réactions sur la toile. Alors, on y va pour ces réactions-là. Nous commençons par Virginie Bapaume. L'un est petit singe et l'autre est un survival expert. H&M, tu crains. Liliane, elle a préféré détourner leurs photos. En même temps, c'est cette photo qui devrait tourner. Je n'ai pas partagé la photo du petit suivi en bad buzz à cause des gens incompétents et débiles. Continuer à diffuser l'autre photo ne fait qu'alimenter. Et c'est écrit là, hein, le roi du monde, King of the world. Oui. Célène Arianara, elle a préféré que H&M retire cette campagne qui est un peu à l'encontre des bonnes mœurs, qui est un peu raciste. C'est même trop raciste, hein? Oui. Et ça nous ramène tout droit, ou on y va rapidement? Oui, mais toujours, ça continue toujours. Suite à cette publicité, P. Diddy a posté une photo du garçon, le roi le plus cool du monde, et il a aussi offert au jeune homme un modèle, un contrat de $1 million avec sa marque de vêtements. Mais le souci, c'est la maman du petit qui a estimé que les réactions ne sont totalement opposées à ce qu'elle pense. Thierry Margot, la mère supposée du singe le plus cool, ne voit rien de mal dans la campagne. Et cela, mes amis, est un vrai problème, constate l'utilisatrice 1988. Sur la photo, Thierry Margot veut supposer moment veut H&M qu'on laisse manquer si nothing wrong in with the campagne. Les médias sociaux deviennent le cancer de l'humanité. On ne peut rien faire sans craindre le tsunami sur les réseaux sociaux, a affirmé même la maman de l'enfant. Nous allons sur la dernière Oui, c'est vrai qu'on a eu une belle transition pour nous parler de cette phrase de Donald Trump, cette phrase qui indigne, en tout cas pour nous qui sommes africains depuis hier. En tout cas, on n'est pas vraiment content de cette phrase qu'il a sortie, mais ça permet quand même de réveiller encore un peu les esprits. On va revenir sur cette information après le journal, puisqu'il est l'heure de suivre le 1945 présenté par Nadège Sani.
Merci d'être au rendez-vous de l'information sur la chaîne du développement. Voici les titres de ce journal. Dans la recherche de financement pour un projet, le business plan est un document très important qui témoigne de la viabilité d'une entreprise. Qui peut le concevoir? La réponse dans un instant. Ils sont nombreux, ces hommes et femmes qui envahissent les trottoirs et les feux tricolores pour mener des activités marchandes. Vous suivrez dans ce journal un reportage sur la vente à la sauvette. Les productions audiovisuelles locales n'ont pas le privilège d'être promues par la diffusion sur un écran géant. Quelles sont les raisons qui expliquent cet état de choses? On en parle dans ce journal. Dans la quête de financement, le business plan est un document très important qui témoigne de la viabilité d'une entreprise. Qui peut le concevoir et quelle est son importance dans le processus de création d'une entreprise? Les explications dans ce reportage de Benol Djogbe et Ronald Robinson. D'où part le projet? À quoi veut-il servir? Comment y parvenir? Selon quelle progression dans le temps? Voilà quelques principales préoccupations auxquelles doit satisfaire un bon business plan. Mais comment doit-on le présenter? Il y a plusieurs manières de présenter. Donc il y a PowerPoint ou Word. On va dire qu'il faut utiliser la manière la plus sexy. Personnellement, je pense qu'une présentation PowerPoint est plus séduisante. C'est visuel, c'est graphique. On va au résumé. Il n'y a pas trop d'écriture, de blabla. C'est simple. Ça va être une présentation de l'équipe, puisque un investisseur qui investit dans une start-up, investit en premier dans une équipe, dans les compétences de l'équipe, dans la motivation de l'équipe et sa complémentarité. Il ne faut pas que tout le monde fasse la même chose. Une présentation du marché actuel. Dans ce cas, il faut montrer quel est le trou que va remplir cette start-up. Il faut montrer pourquoi on est là. En général, dans la présentation d'un plan d'affaires, certaines informations sont incontournables. Qui sont les hommes, le créateur et son équipe? Quel est le marché? Positionnement et concurrence, le business model, les moyens mis en œuvre, plan d'action, les tableaux financiers notamment et les perspectives. Il faut ensuite montrer son produit, démontrer son produit, expliquer comment il fonctionne, que ce soit un produit purement numérique ou aussi en physique. Montrer comment, ce qu'on appelle le business model, donc comment l'entreprise va gagner de l'argent. C'est l'ensemble des documents financiers, c'est-à-dire bilan prévisionnel et résultats prévisionnels sur 3 ans pour justement vérifier la solvabilité et la rentabilité de l'entreprise. Même s'il existe souvent un certain écart entre les prévisions et la réalité du terrain, le plan de financement garde son utilité. En définitive, ce document doit être rédigé de manière à exciter la curiosité du financier à en savoir plus sur le projet. Ils sont nombreux, ces hommes et femmes qui investissent les trottoirs et feux tricolores pour mener des activités marchandes. La vente à la sauvette gagne du terrain dans nos grandes villes. Quels sont les motifs qui poussent ces vendeurs et acheteurs vers cette pratique? Élément de réponse dans ce reportage de Dine Bouraïman et Saint-Tige Quimpon. Ils sont nombreux à gagner leur vie dans les feux tricolores de Cotonou. Ils se faufilent entre motos et véhicules pour vendre leurs produits. On les appelle les vendeurs à la sauvette. Ils nous parlent de leur activité. Comme mes parents n'ont pas les moyens de me financer, faire une école technique et professionnelle, donc c'est pourquoi je suis en train de faire des business pour pouvoir trouver de l'argent pour faire les formations. Nos maris ne trouvent pas de travail. Le mien est un mécanicien. Il ne trouve pas à faire. Donc moi, je fais cette activité pour l'aider à payer la contribution aux enfants. À Tokpa, il n'y a pas de place. C'est pourquoi nous, on préfère vendre au bord des voies. Ils sont conscients des risques liés à cette forme de vente. Oui, il y a des risques. Comme on n'a pas le choix, et beaucoup parmi nous sont des orphelins, ils n'ont pas de soutien. Quoi faire? Il n'a rien dans le pays et puis on est obligé de faire ça, on n'a pas le choix. Lorsque le feu vert allume là, on n'est pas obligé de rester devant un véhicule. Devant une voiture, tu ne peux même pas t'arrêter. On est obligé de céder la voie et que les véhicules passent. Ceux qui en ont besoin de payer quelque chose, ils peuvent s'arrêter.
On n'a pas le choix. C'est pour trouver à manger, pour payer le loyer là. C'est pourquoi nous sommes là. Il y a trop de difficultés dans la vente. La police nous dérange beaucoup. Quand on les voit, on court même jusqu'à se cogner aux voitures et on se blesse. Certains usagers sont habitués à acheter dans les feux. Ce client donne ses raisons. J'aime acheter dans les feux parce que c'est moins cher, c'est rapide. Non seulement les marchés sont distants de nos services et trouver un temps mort pour aller faire les emplettes, c'est difficile. Donc dans les feux, c'est rapide. Depuis 2012, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique interdit cette activité. Elle cause d'énormes dégâts et viole les règles élémentaires de sécurité. Traqués du matin au soir par les forces de l'ordre, ces vendeurs désespèrent. On entend, la police vient là, on fuit. Alors qu'on risque d'être renversé par les voitures, mais pas la moto. Là, on ne sait même pas comment on va faire. Ils jettent nos marchandises dans les caniveaux et font ce qu'ils veulent. Ils n'ont qu'à nous trouver un endroit s'ils ne veulent pas nous voir dans les feux tricolores. Ils n'ont qu'à construire un marché pour nous et on fera ce qu'ils veulent et quitter les feux. Mais au cas contraire, c'est une peine perdue. Quand ils partent immédiatement, on revient dans les feux. Ils espèrent trouver une solution et continuer en toute liberté leur activité pour ne pas finir chômeurs, désœuvrés et mourir de faim. Véritable problème pour notre société, les déchets sont entassés sur des dépotoirs publics dans nos villes, mais on pourrait les utiliser pour d'autres usages. Des initiatives vont dans ce sens pour donner une seconde vie à ces objets de consommation jetés. Igor Ayosso et Elonia Dalmeda nous proposent un reportage sur la transformation des déchets. Du papier au verre, en passant par le métal ou le plastique, aujourd'hui, presque tous les déchets matériels utilisés par l'homme peuvent être récupérés et recyclés. Si au Bénin, ces deux techniques ont d'abord été prises d'assaut par quelques artistes plasticiens, suivis d'artisans travaillant dans la mode, elles connaissent également un engouement dans l'art décoratif. Les artistes ont montré la voie aux habitants et maintenant vous avez beaucoup de personnes qui récupèrent les déchets pour les transformer. On est dans une société de consommation où on jette tout et très vite et souvent ce que l'on jette peut avoir une seconde vie. Redonner une seconde vie à de vieilles pièces telles que des pneus usagés, c'est l'idée qu'a eue Prince, tenancier d'origine nigériane, pour la décoration de sa buvette. Si je tombe là-bas, je risque... Une véritable aubaine sur le plan économique pour lui, comme pour beaucoup de commerçants au Bénin, qui n'hésitent plus à s'approprier cette tendance dans un contexte où les boutiques de décoration et d'ameublement, proposant du neuf à des prix bon marché, sont encore très rares. Avec un pneu de camion, j'ai déjà une table ronde au milieu. Avec pneu de petites voitures de numéro 14 comme ça, j'ai encore. Si je double 3 ou 4, ça me fait une chaise. C'est des pneus déjà utilisés, déjà abîmés. C'est ce que je récupère chez les vulgarisateurs, chez des mécaniciens. Bon voilà, c'est comme ça que je les achète. Si cette tendance attire pour son caractère peu coûteux, elle présente aussi un semblant de réponse au traitement des déchets domestiques et industriels. Jusqu'où on peut aller en fait, et on peut aller plus loin. La démarche éco-responsable véhiculée par la récupération et le recyclage séduit depuis près d'un an Karine, créatrice d'objets pour la maison en papier journal et tissu en wax recyclé. J'ai voulu faire les deux, allier les deux éléments, le papier et puis le tissu, parce qu'on est en Afrique, et de rendre ce produit local. Je me suis attelée à trouver tout ce dont j'ai besoin ici et à fabriquer moi-même la colle que j'utilise. La colle que j'utilise pour faire ces objets-là, c'est une colle complètement écologique que je fabrique moi-même avec des produits naturels. Cette passion pour l'écologie, l'entrepreneuse tente à présent de la transmettre aux enfants scolarisés en école primaire
à travers une série d'ateliers d'art et de création. Ces enfants aujourd'hui sont devenus manuels et quand ils sont chez eux à la maison, quand les parents jettent des rouleaux de papier toilette, ils disent non, 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 ne jette pas avec ça, on peut faire ça, on peut faire ci, on peut faire ça. Ça a permis de les intéresser à la nature, à l'environnement dans lequel ils sont et à cette évolution-là, que tout ce que nous jetons dans la nature nous pollue et eux, c'est leur environnement de demain que nous polluons déjà aujourd'hui. Plus qu'une simple tendance, l'art du recyclage et de la récupération devient un phénomène socioculturel. Et l'initiative devrait gagner d'autres secteurs d'activité au Bénin, comme ceux de la cuisine ou de l'industrie des médicaments. Au Bénin, les productions audiovisuelles locales n'ont pas le privilège d'être promues par la diffusion sur un écran grand. Plusieurs raisons expliquent cet état de choses. Mathieu Sokenou et Jennifer Sativi nous en parlent dans ce reportage. Un des secteurs les plus dynamiques de la croissance mondiale, selon un rapport du programme Média initié par l'Union européenne, c'est la production et la diffusion d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles. Dans bon nombre de pays, promouvoir les productions audiovisuelles locales en les diffusant sur grand écran est un procédé assez courant. Mais au Bénin, plusieurs facteurs constituent un frein à cette pratique. D'abord, il n'y a pas des infrastructures qui permettent de vraiment valoriser les œuvres culturelles nationales. Le peu qui existe, généralement, n'est pas, quand je vois les salles de cinéma, n'est pas mis en fonction. Il y a aussi la qualité réelle des productions. Parce qu'il n'y a pas réellement de financement, il est difficile d'avoir des productions de qualité diffusables. Qu'est-ce que nous voyons sur nos télés? Les novelas. Nous pouvons aussi faire nos novelas, si c'est ça qui plaît au public. Nous pouvons faire connaître notre culture aux Béninois. Et je crois que ça les intéresse. En raison de son mode de fonctionnement, la seule salle de cinéma numérique au Bénin n'accorde pas le monopole à la diffusion des productions locales. Cela s'explique par les demandes qu'elle reçoit et les attentes de sa clientèle. Vous savez, nous diffusons dans nos salles des films d'une certaine qualité. Nous défendons un certain standard en matière de qualité. Un comité de sélection sera sûrement mis en place pour pouvoir trier, faire une sélection très sélecte des films locaux que nous aurons à diffuser dans nos salles. Afin de changer la donne et apporter un nouveau souffle à l'univers cinématographique béninois, certaines actions pourraient s'avérer très bénéfiques. Aujourd'hui, on est passé au numérique et le cinéma se fait avec des instruments en miniature. Mais nous n'avons pas investi à leur acquisition. Donc il faut acquérir du matériel. Il faut ensuite voir les réalisateurs et producteurs spécifiques qui sont sur le terrain, établir un partenariat avec eux. Il ne faut pas hésiter à leur apporter du souffle financier. Organiser ce que j'appelle cette année, chaque année, là, ces récompenses, les récompenses. Et là, ça va booster la production. Et quand ça va booster la production, on aura beaucoup plus d'œuvres et les Béninois seront amenés à regarder leurs œuvres. Dans un rapport de 2016, l'UNESCO indique que l'industrie de l'audiovisuel et du cinéma compte pour 5 milliards de dollars dans le PIB africain et emploie environ 5 millions de personnes. Le même document précise que cette industrie, en cours de développement, pourrait créer plus de 20 millions d'emplois et générer environ 10 000 milliards de francs CFA. Dernière information avant la fin de ce journal, le nouveau taux de change actant la libéralisation du dirham, la monnaie marocaine, entrera en vigueur ce lundi 15 janvier 2018. L'information a été révélée par le porte-parole du gouvernement marocain, Moustapha Khalfi. La décision a été prise par le ministre de l'Économie et des Finances après l'avis de la Banque centrale. Le nouveau régime de change où la parité du dirham est déterminée à l'intérieur d'une bande de fluctuation de plus ou moins 2,5% contre plus ou moins 0,3% auparavant. Ce sera tout pour cette édition. Merci de votre fidélité. À demain, 19h45.
Merci à vous, Nadège Sané, pour ce journal, ce point de l'actualité, le 1945 sur votre chaîne de télévision Bénin Business 24. Si vous venez à l'instant même de nous rejoindre, vous êtes dans le grand rendez-vous de ce lundi et nous allons revenir rapidement à Adonis Bohou pour finir sa présentation avant de passer à un autre plateau. Alors, on parlait tout à l'heure de la polémique autour de la marque H&M, je crois, on avait déjà fini avec ça. Oui. Et la transition allait se faire naturellement puisqu'on quitte le racisme pour un autre sujet raciste, encore que là, après avoir tenu de pareils propos, il assure n'être pas ou il dit qu'il n'est pas vraiment un raciste. Lui, il s'agit de Donald Trump qui traite les pays africains de pays de merde. Alors, Shithole countries, oui. C'est ce groupe de mots lors d'une interview qui crée la polémique sur les réseaux sociaux. Selon plusieurs sources citées par le Washington Post, le président américain a qualifié Haïti, le Salvador et les nations africaines de pays de merde lors d'une réunion sur l'immigration qui se tenait jeudi dernier à la Maison-Blanche. Donald Trump ne s'en porte pas uniquement sur Twitter. D'après le Washington Post, alors qu'il présidait une réunion à la Maison-Blanche, le chef de l'État américain s'est alors laissé à quelques indélicats propos sur Haïti et plusieurs nations africaines. Cette déclaration du président a généré beaucoup de réactions. Fortement. On a vu même la sortie la descente dans les rues des Haïtiens. Oui. Ne comprenons pas Macky Sall. Je suis choqué par les propos du président Trump sur Haïti et sur l'Afrique. Je les rejette et les condamne vigoureusement. L'Afrique et la race noire méritent le respect et la considération de tous. Michael Jean, que le premier représentant des États-Unis s'exprime en ces termes est indigne, troublant et offensant. Qui se souvient que son pays s'est construit par la sueur et le sang, la force aussi des hommes et des femmes arrachées à l'Afrique, sans qui les USA ne seraient pas. Margot, vous êtes plus offusqué par un pull, c'est-à-dire comme on l'a tout à l'heure, singe le plus cool, plutôt que par les propos racistes de Donald Trump envers l'Haïti et l'Afrique. Mais ça va changer rien, c'est vrai. C'est plus facile de saccager un H&M que la Maison-Blanche. En fait, elle s'indigne que cela, il n'y a pas eu beaucoup trop de tollé comme pour le sujet précédent de la polémique du H&M. Cobrissa Noël, lui, trouve que le président a raison. Merci, M. Trump, je suis fier de toi. Deogracias Kindoro, Macron estime que le développement de l'Afrique passera par le contrôle des naissances et nous avons failli le manger cru. Trump dit de nations africaines qu'elles sont des pays de merde et nous l'applaudissons. Qu'est-ce qui cloche chez nous? Rolf, tiens, les gros mots de Donald Trump ont pris la place du génocide. Il y a d'énormes réactions, beaucoup de réactions à la suite de ces propos. Rolf, tiens, les gros mots de Donald Trump ont pris de la place du génocide des islamistes Rohingyas par les moyennes boutiques en Birmanie. Et pour finir, Georges Clooney, les pays africains sont des pays de merde, mais je ne suis pas raciste. Georges Clooney, l'acteur de cinéma? Non, ce n'est pas l'acteur de Clooney. Les pays africains sont des pays de merde, mais je ne suis pas raciste. Aux Africains de répondre, les USA, c'est rien qu'un pays de merde, mais on n'est pas anti-américain. Alors vous, dites-moi avant de vous laisser partir, qu'est-ce que ça vous a fait? Est-ce que vous vous êtes senti indigné? En tout cas, moi, j'ai eu un grand pincement au cœur qu'on traite ma nation de pays de merde, même si, bon, c'est vrai que nous sommes un pays en voie de développement. L'Afrique, on est toujours là. Si ces propos venaient d'une autre personne, on pourrait plus s'attarder à y voir le contexte, le contenu. Mais venant du président qui a déjà habitué à plusieurs frasques, je ne pense pas que ça doit générer beaucoup trop d'importance. Donc autant en rire, c'est ça. Rire, parce qu'il suffit juste de prendre un de ses derniers actes. Quand il est venu, il a fait que son pays a critiqué l'accord sur le climat. Mais il est en train d'envisager encore revenir encore dans l'accord sur le climat. Donc, autant mieux rire. Un peu pour dire qu'il manque de dignité lui-même. Autant mieux, juste comme je l'ai lu, j'ai lu un commentaire qui dit le président l'a dit, mais c'est à nous de lui montrer maintenant que nous ne sommes pas un pays de merde. Et pour le lui montrer, c'est déjà de quoi faire déjà, vous, votre proposition? Non, mais il dit, quand il parle de pays de merde, c'est par rapport à l'immigration. C'est parce que nos pays ne sont pas aussi développés, aussi sales, qu'on quitte nos pays pour aller vouloir immigrer chez eux. Dans des conditions déplorables. En fait, c'est de cela qu'il s'agit aussi. En créant les conditions normales, en mettant tout le monde à l'aise et en développant la fibre patriotique chez nos frères, là, plus personne n'aura envie d'aller immigrer là-bas.
Et si on rappelle tous nos frais de là-bas, mais on verra qui va chercher. Avis donc au gouvernant qu'il crée toutes les conditions, en tout cas favorables pour cette jeunesse qui veut travailler et contribuer à faire grandir, à développer l'Afrique. C'est important, on veut travailler, nous sommes vraiment de bras valides et on n'a aucune envie vraiment de quitter notre territoire, notre patrie, mais parfois... on nous oblige. Oui, voilà, on se laisse emporter, mais bon, ainsi va la vie. Merci beaucoup Adonis d'être passé pour ces 3 informations. Alors, avant-dernier plateau de ce grand rendez-vous, on ira voir les autans savants. Les tricycles sont partout sur les axes et font d'ailleurs partie intégrante du trafic routier ici au Bénin, bien qu'ils aient prouvé leur utilité. Il faut dire, chers amis, que ces engins sont parfois source d'énormes dégâts. Je vous laisse découvrir ce reportage de Malini Tubozo et on revient en parler sur ce plateau avec Agnat Bello et son invité. Communément appelés cloboto, les tricycles sont des moyens de transport qui atténuent les peines des populations. Ceci en transportant des marchandises et des personnes. Si tu as des marchandises à transporter, on peut les prendre. On remorque aussi des personnes. Et quand on parle de tricycle, il y a 2 formes. Il y a tricycle pour transport de passagers et tricycle pour transport de marchandises. Très courant comme moyen de transport aujourd'hui dans les rues de Cotonou. Et pourtant, les conducteurs de ces engins ne disposent pas d'un permis de conduire approprié. Permis de nos Quand on prend les tricycles comme par exemple tricycle pour transport de passagers et tricycle pour transport de marchandises, nous constatons que la capacité cylindrique de ces tricycles-là est entre 150 et 200. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on veut leur donner le permis, s'ils veulent passer le permis pour pouvoir conduire ces tricycles-là, c'est le permis A2. Ça veut dire que leur couloir de circulation sur la route, c'est l'extrême droite, comme les 2 roues, comme les conducteurs à 2 roues. Donc nous les classons dans cette catégorie-là par rapport au permis que je viens de citer. On observe à Cotonou que c'est le cas, ils ne sont pas détenteurs de permis de conduire. C'est les mêmes conducteurs de 2 roues qui se retrouvent être conducteurs de 3 roues. Un fait qui met à mal la sécurité routière. Le CNSR organise de temps en temps des séances de sensibilisation à l'endroit de ces usagers-là, de ces conducteurs-là, dans les gares routières, les tricycles dont nous parlons pour transport de personnes, de passagers, on les retrouve à Topa, au niveau du pont là. Ils ont un bureau, ils ont leur pack. Nous allons régulièrement sur les packs pour les sensibiliser par rapport à la conduite sur la voie, par rapport à comment partager la route avec les autres usagers de la route. Les tricycles, les conducteurs de tricycles pour marchandises, c'est difficilement qu'on a accès à eux. Eux autres n'ont pas de pack de regroupement. Ça fait que nous avons des difficultés à les atteindre. Nous sommes en train de réfléchir par rapport à la chose parce que nous avons vu que cette mode, ça a commencé par se développer à Cotonou. Les tricycles dont nous parlons, nous allons les mettre, ils vont commencer par faire la vie technique. Nous sommes en train de penser à ça. Et par rapport à ça, nous allons mettre les 2 ensemble. C'est-à-dire que quand ils viennent faire la vie technique, nous les obligeons à aller passer le permis de conduire pour avoir la catégorie conforme. Rappelons que c'est seulement en 2016 que le Centre national de la sécurité routière a commencé par tenir compte des cas d'accidents causés par les tricycles. Puisqu'avant, il n'était pas vecteur d'insécurité routière. Merci beaucoup à vous, Malini Tubozo, pour ce reportage sur les tricycles, ces engins que nous côtoyons depuis un certain moment ici au Bénin, en tout cas à Cotonou, surtout au marché d'Antokwa. Ils nous servent à transporter pour la plupart les marchandises. Et pour en parler, nous avons sur ce plateau M. Georges Anagonou. Il est le chef service communication CNSR. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Bonsoir aux auditeurs de aux téléspectateurs, aux téléspectateurs de BB24, oui, bien sûr.
Merci beaucoup. Quoi, quand on n'est pas spécialiste, ça peut tromper. Oui, c'est vite arrivé. Merci beaucoup de votre disponibilité. Agnès Bello, bonsoir à vous aussi. Karamata Ouattao, bonsoir. Vous rayonnez. Et oui, cela s'explique par votre présence, Karamata Ouattao. Alors, les tricycles au Bénin, comment se comporter face à ces engins? Agnès Bello, vous êtes en face de M. Anagonou. Eh oui, M. Anagonou, que je suis très heureuse de recevoir sur cette rubrique. Merci. Autant savoir, mais déjà, j'aimerais avoir votre réponse en tant qu'usager, vous-même. Quelle est votre appréciation sur la façon dont se comportent justement ces conducteurs de tricycle là sur nos voies? Merci beaucoup. En tant que simple usager, je voudrais d'abord vous dire merci pour le fait que régulièrement, vous, en tant qu'observateur, en tant que journaliste, vous puissiez voir quels sont les problèmes de sécurité routière qui se posent et nous inviter à venir en discuter avec vous. Je pense que c'est une très bonne chose. En tant qu'usager, je suis vraiment embêté. En tant qu'usager de la route, je suis vraiment embêté par les tricycles et surtout, tout à l'heure, dans le reportage, les tricycles qu'on appelle les tricycles de marchandises. Je vous disais tout à l'heure, ils ont déjà dépassé ça. Quand vous allez, vous sortez de Cotonou, ils ne sont plus des tricycles de marchandises, mais c'est de véritables moyens de transport de personnes. C'est vrai, on les voit avec des personnes à bord. Et donc, une scène que j'ai vécue un jour, c'est que nous sommes sortis à 18, à 19h, 20h, tout le monde rentrait chez lui. Et quelqu'un qui est monté sur tricycle, il a monté le terre-plein et voulait passer de l'autre côté. Et un monsieur qui était dans son véhicule, qui passait tranquillement, il est venu le taper pour me dire. Parce qu'en temps, il n'a pas maîtrisé la moto. Voyez-vous ce que j'ai dit? Donc, c'est des gens qui, pour la plupart, ne maîtrisent pas les règles de la conduite. D'accord? Ne maîtrisent même pas la machine qu'ils conduisent. Et ils sont aussi dans la circulation avec vous. En ce moment-là, ils constituent un danger. Des sources d'insécurité pour vous. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ne s'inscrivent pas dans les écoles Parce que c'est pas obligé. apprendre? Pour l'instant, ce n'est pas obligé d'avoir un permis. Je voudrais analyser ça comme un fait social. Le fait social, ça s'installe parfois par des marginaux, d'accord? Et après, ça se constate la société s'organise pour réglementer cela. Pour donner les règles, d'accord? Est-ce qu'on est là nous n'avions pas à l'époque de réglementation? On vous l'a dit, voilà, nous sommes à la période de réglementation. Et j'étais sur une émission au radio la dernière fois avec M. Akordandé et qui disait que l'une des revendications, enfin l'une des demandes de la police cette année envers la hiérarchie, c'est qu'on puisse généraliser l'obtention du permis et que tout le monde puisse l'obtenir. C'est vrai, le souhait il est celui-là, qu'on n'y arrivera peut-être pas, parce que avoir aussi le permis, c'est avoir un privilège. Et comme je le disais, je le dis souvent, c'est que lorsque vous avez le permis, cela montre que pendant une période donnée, on vous a appris à conduire. Vous apprendre à conduire, c'est pas seulement faire la conduite, mais c'est aussi apprendre les règles qu'on appelle le code. D'accord? On vous a donné une période. Dans certains pays, on retient un certain nombre d'heures. Ce qui se fait ici aussi. Ah, vous devez faire 20 heures de cours de conduite. Vous devez faire 30 heures de cours de code. Et c'est à la suite de ça qu'on peut vous évaluer. Donc pour vous, ne serait-ce qu'une connaissance du code pourrait régler un temps soit peu la chose. Absolument, parce que... Mais en ce qui concerne la conduite, parce que vous avez dit qu'ils ne maîtrisent parfois pas même leur engin. C'est ce que je dis. Vous savez, dans les pays développés, pour aller même à moto, à partir d'un certain nombre de cylindrées, vous devez aller faire le permis. J'ai des amis, j'ai des partenaires qui font ça et nous allons souvent sur le terrain pour voir comment est-ce qu'ils forment. Mais M. Anagonou, qu'est-ce qui se passe alors chez nous? Voilà, chez nous, c'est que nous n'étions pas habitués à ce genre de moyens de transport. C'est venu sur le marché, ça s'est imposé. Et donc, revient à l'État alors de prendre la mesure du danger et de réglementer cela. Au niveau du centre national de sécurité... L'État, c'est qui? L'État, c'est vous, l'État, c'est moi. C'est pourquoi j'ai dit, au niveau du centre national de sécurité routière, nous sommes déjà en train de nous organiser pour qu'au moins que ceux-là passent par le contrôle technique automobile. Et les engins à 2 roues, il faut déjà que ça puisse commencer par les engins à 2 roues. On reviendra aux engins à 2 roues, si autant savoir, je vous promets Karamata Ouattao, on reviendra à eux. Oui, mais le problème spécifique avec les tricycles, c'est justement qu'on n'arrive pas à savoir dans quelle catégorie ils sont. Est-ce qu'on peut les considérer comme étant des motos ou des véhicules? Ils sont quoi finalement sur la voie? Non, l'ensemble de toute sa forme de véhicule, à partir du moment où ça fait déplacer. D'accord? Maintenant, vous voulez savoir, est-ce qu'on va dire c'est une voiture, enfin,
4 roues. Oui. C'est là la difficulté. C'est la vraie question. C'est des gens qui sont à 3 roues. Oui. Donc à cheval entre 2 roues et 4 roues. Non, ils choisissent ce qui les arrange et ce n'est pas forcément bien parce que vous les voyez tantôt sur les pistes cyclables, tantôt sur la chaussée. Nous gérons des hommes, nous gérons un comportement des hommes au niveau du centre de sécurité routière. Lorsque nous avons pris la décision de séparer le trafic des 2 roues et des 4 roues, nous n'avons pas parlé de 3 roues. Voyez la difficulté d'où ça vient. Mais parce que ce n'était pas entré dans les comportements. Aujourd'hui, vous les rencontrez partout, voyez-vous. Et puis même, c'est des gens qui font concurrence aux taxis officiels et qui n'ont pas de droit de taxi. Ils n'ont déjà pas le permis, ils n'ont pas l'assurance. Mais ils n'ont pas le droit de ce qui leur permet d'avoir le droit de taxi non plus. Tandis que les taxis officiels prennent tous ces papiers-là. Mais moi, j'en ai vu parfois. On allait en mission, on est arrivé à Lokossa, on a vu quelqu'un comme ça, parce qu'ils allaient pour un pèlerinage, ils ont transporté plus de 10 personnes dans cette tricycle-là. Est-ce que ces engins, Annette Bello, vous permettez, est-ce que ces engins ont l'autorisation de transporter les hommes? Pas du tout. Voilà. Pas du tout alors. C'est pourquoi je vous ai dit, c'est acheté comme des objets peut-être de transport de marchandises, d'accord? Et encore que là, la réglementation, vous savez, lorsqu'on n'a pas encore la réglementation, nous continuons, le travail revient au Centre national de sécurité routière, de faire de la sensibilisation en temps, en attendant que les tests ne soient actualisés et posés cela. Voyez-vous que même le Zémidjan est réglementé chez nous. Le Zémidjan est réglementé chez nous. Donc, tricycle va être réglementé. La réglementation va d'abord dire, vous devez avoir le permis avant de conduire, parce que là, nous ne sommes pas en transport, nous sommes en transport de marchandises et en transport de personnes. Il faut bien comprendre. Et celui qui transporte 10 personnes, quand il y a un pépin, c'est 10 personnes qui vont en partie. C'est clair. D'accord? 10 victimes de la route. Merci. Et que vous allez dire que l'État n'a pas réglementé cela. Donc nous sommes en train de nous organiser, les tests sont en train d'être relus pour que nous puissions insérer tout ça dedans. Et nous, au Centre national de sécurité routière, nous sommes fin prêts pour que ces motos-là ces engins-là puissent passer le contrôle technique automobile. Si ce n'est pas cela, on ne va plus leur permettre de circuler. Monsieur Anagonou, dites-nous rapidement, quel est le couloir que les tricycles doivent emprunter sur nos voies? À la date d'aujourd'hui, et quand nous avons pris la décision de séparer le trafic, à la date d'aujourd'hui, eh bien, ces engins utilisent la piste cyclable. D'accord? Le couloir réservé aux motos, ces engins doivent pouvoir les utiliser en attendant que nous puissions trouver encore d'autres solutions. Mais on les retrouve disputer la chaussée avec les véhicules, les engins à 4 roues. La piste cyclable, ça pose problème parce qu'ils occupent beaucoup d'espace. Leur volume, ça pose problème. Mais puisque nous n'avons pas encore changé de réglementation et que nous avons dit que sur la chaussée, on ne peut voir que les 4 roues et plus, cela va sans dire que vous puissiez comprendre que vous pouvez passer de l'autre côté. Mais c'est des gens qui utilisent le couloir qui leur plaise. Oui. C'est vrai ce que vous avez dit, mais il faut aller pas à pas. Lorsque nous allons pouvoir leur imposer qu'il faut faire l'assurance, qu'il faut faire le contrôle technique automobile, nous allons leur imposer qu'il faut avoir le permis. C'est-à-dire... Non, mais est-ce que ce n'est pas les coûts aussi liés à tout ça? Pas... Il y aura aussi des coûts, ça va engendrer des coûts. Est-ce que tous, ils pourront y aller? Ils pourront aller vers ça. Ils font des affaires, ceux-là. Ils font des affaires. Pour qu'ils puissent avoir une concurrence équitable, il faudrait que ils soient traités de la même façon. Les taxis, villes, tout ça, qui remplissent des conditions, qui font des papiers administratifs avant de pouvoir conduire, il faudrait qu'eux aussi puissent faire ces papiers-là. Et là, la concurrence sera là. Parce que, voyez-vous, aujourd'hui, comme vous l'avez dit, quand vous arrivez à Topa, vous voyez que les tricycles qui prennent les marchandises. Et les taxis couleur jaune disparaissent progressivement à cause de cette concurrence-là. Mais c'est là ce que nous disons. Lorsque nous allons mettre des règles et qu'il faut avoir, par exemple, le permis avant de pouvoir conduire cela, ça va réduire le nombre de personnes. Lorsque nous allons dire il faut avoir l'assurance là-dessus. Et puis je vais vous dire, dans certaines villes, des gens commencent déjà pas prendre l'assurance pour les tricycles. D'accord, mais je me demande, la réglementation, c'est pour limiter le nombre de tricycles sur nos voies ou plutôt encadrer leur conduite sur nos voies, monsieur Anagonou? Lorsqu'il y a des règles, lorsque une activité est réglementée, vous savez que les gens s'y livrent pas comme ils veulent et donc ça réduit. C'est de soi, c'est naturel. D'accord? Celui qui ne pourra pas aller se faire le permis, eh bien, puisque avec la police on est en train de discuter, lorsque nous allons instaurer la règle, nous allons donner une période transitoire, peut-être 3 mois, pour dire tous ceux qui seront avec tricycle doivent avoir leur permis. Et au bout de 3 mois, ceux qui n'auront pas leur permis vont déposer les engins. C'est normal. C'est-à-dire que
lorsqu'il y a ce genre d'activité, nous sommes obligés de mettre des règles. C'est comme je dis parfois aux amis, je dis, nous allons changer la méthode d'obtention de permis. Parce que tout le monde a de voitures aujourd'hui et que ça crée d'accidents partout, nous allons changer la méthode d'obtention de permis. C'est cela aussi la vie. Bon, il faudrait peut-être aller à des permis à point, on aura le temps d'y revenir. Mais avant cela, aujourd'hui, il n'y a pas encore de réglementation. Et pourtant, tout à l'heure, à la sortie du boulot, nous allons encore rencontrer sur nos voies. Karamat va rencontrer, je vais rencontrer vous-même. Comment se comporter actuellement avec eux pour limiter les accidents? Et je pense, mon collègue l'a dit tout à l'heure, mon collègue de Cotonou l'a dit tout à l'heure, c'est que le CNSF, vous savez, nous sommes à l'éducation de l'homme. Nous sommes appelés à agir sur le comportement. Donc il faut s'y prendre tôt. Si vous laissez l'habitude s'installer, après ça devient encore très difficile. C'est pour ça que nous avons dit à nos structures déconcentrées et à ceux qui s'occupent de la sensibilisation, allez les chercher où ils sont, allez vers eux et commencez par leur parler. Aujourd'hui, ils savent, même les associations, les différentes associations viennent rencontrer notre directeur et en ce moment-là, on discute. Parce que la méthode aussi, chez nous, puisqu'il s'agit des hommes sur lesquels nous devons agir, nous discutons beaucoup avec eux, avec les responsables. Et ils sont déjà presque acquis aujourd'hui. Par exemple, pour le contrôle technique automobile, ils sont vraiment acquis à cela. Ça veut dire qu'ils sont vraiment réceptifs. Voilà, donc nous envoyons des équipes sur les parcs où ils restent. Et la difficulté, c'est ce que mon collègue vient de dire. Il faut serier aussi cela. Il y a ce qui est arrivé premièrement, ce qu'on utilise beaucoup en Asie, les tricycles genre Vespa modelés. D'accord? Les clobotos même. Ça crée moins de problèmes d'ailleurs, plus que les engins auxquels nous faisons face aujourd'hui. Vous imaginez que quelqu'un qui prend un engin qui peut même faire reverse, qui peut transporter jusqu'à 500 kilos, ne puisse pas disposer de permis, c'est extrêmement grave. Moi, M. Anagounou, ce qui me fait peur sur ces tricycles-là, c'est qu'il n'y a que du fer là-dessus, quoi. Donc, dès qu'ils vous frottent tout doucement, c'est l'égratigné tout de suite. Est-ce que depuis la conception, on ne peut pas revoir les choses, revoir un peu le modèle? Oui. Les inquiétudes, c'est de dire à l'État, mais est-ce qu'on était obligé d'accepter ce mode de transport? Par exemple, répondez. Si nous n'avons pas d'infrastructure pour... C'est ça, en fait. Mais c'est des phénomènes sociologiques qui s'imposent. Non, mais au départ, les premiers tricycles ont été fabriqués par nous-mêmes. Hein? Oui, voilà. Les Vespa, pour les personnes handicapées, les premiers tricycles. C'est encore plus gérable en matière de trafic que ce dont nous parlons aujourd'hui. C'est de véritables engins qu'on amène. Moi, je regarde, je dis, mais c'est pas possible. C'est quelque chose qui peut transporter. Ils produisent un bruit énorme. Hein? Ils font beaucoup de bruit. Ce que nous leur demandons en attendant, c'est de pouvoir respecter le minimum. Les endroits où vous parlez, c'est de pouvoir respecter leur couloir de circulation. Il faut les respecter. Monsieur Anagounou, il faut leur rappeler leur couloir de circulation au tricycle. D'abord, une fois que ce n'est pas 4 roues et que c'est tricycle, nous ne sommes pas encore à 4 roues, votre couloir, c'est... S'il n'y avait pas la piste cyclable comme ce que nous avons transformé en piste cyclable depuis Carabi jusque-là, s'il n'y a pas ça, c'est que vous partez à l'extrémité, à l'extrême droite de la voie. C'est le code qui dit ça. C'est obligatoire. Vous devez passer par là. Mais vous les voyez au milieu, vous les voyez un peu partout. À droite, à gauche. Et donc, ça crée des difficultés. Je suis d'accord. Nous leur demandons, pour le moment, de respecter tout au moins les couloirs de circulation. Et de pouvoir respecter aussi la vie des autres. Parce que, comme vous le dites, et ça crée des problèmes aux autres deux roues. Ils ne savent pas s'arrêter, ils ne savent pas freiner. Voilà, très bien. Et donc, on les retrouve là. Nous, à partir du moment où ce n'est pas à toi, tu es en train d'emprunter le droit de quelqu'un d'autre. Tu dois pouvoir faire attention. Et donc, je pense que les tests sont sérieusement en train d'être étudiés. Et lorsque nous allons réglementer cela, eh bien, ça va amener... On reviendrait sur ce plateau, on le dirait. Absolument, ça va amener moins de problèmes. Nous sommes obligés, je vous ai dit tout à l'heure, les policiers demandent que désormais, tout le monde ait le permis. Monsieur Anagounou, puisque vous êtes au centre communication du CNSCR, dites-nous, vous enregistrez à peu près combien de cas d'accidents dus justement à ces tricycles-là? Oui, c'est vrai que ça, c'est une question pointue. Je ne saurais vous dire parce que nous sortons l'annuaire statistique. Mais on a commencé par enregistrer beaucoup d'accidents et par rapport au PV que nous avons en ce qui concerne les tricycles. C'est pourquoi nous avons commencé par prendre des mesures. Et donc, d'ici à là, l'annuaire statistique va sortir. Faisons présent le statistique de 2017. Ça nous permettra d'avoir le vrai visage de 2017. Et en ce moment, on pourra vous communiquer des chiffres. Mais toujours est-il que c'est un véritable problème de sécurité routière et que c'est là à l'étude.
D'accord, mais Karamat, je crois qu'il y a le reportage qu'il a dit, le CNSA n'a commencé par réellement tenir compte des tricycles depuis 2016. depuis 2016. Oui, parce que les accidents, les PV qui nous viennent parlent de plus en plus de tricycles. À partir de ce moment-là, nous, on rentre ça dans nos catégories et on commence à les comptabiliser, oui, bien sûr. Merci beaucoup, Monsieur Georges Anagono, Ania Tabelo. Merci beaucoup à vous. Alors, c'est la fin de ce plateau. Autant savoir consacré donc au tricycle ici au Bénin. Comment se comporter face à ces engins à 3 roues. Voilà, dernier plateau. Ce sera avec les acteurs du monde agricole. On y va, le jingle. Le monde agricole de ce soir nous emmène découvrir une épidémie qui sévit depuis un certain moment ici au Bénin, précisément dans 4 communes dans le sud. Il s'agit de la peste porcine qui a déjà fait près de 15 000 bêtes décimées. Voilà, nous reviendrons rapidement sur les causes, les manifestations et les précautions à prendre quand ce mal surgit. Mais avant, nous allons vous laisser regarder ce reportage que nous propose Thibaut Mafon. Quand elle survient, elle ravage les porcs. La peste porcine africaine est une maladie animale due à un virus. Elle s'exprime par une fièvre hémorragique. Les porcs deviennent abattus, arrêtent de manger, se blottissent les uns contre les autres et peuvent mourir avant que les signes cliniques n'apparaissent. La peste porcine est généralement caractérisée par une mortalité élevée du cheptel. Au Bénin, la maladie cause actuellement des dégâts dans 4 communes de l'Ouémé. Plus de 15 000 porcs et porcelets ont été décimés. Même si le virus ne représente aucune menace pour la santé humaine, les autorités des ministères de la Santé et de l'Agriculture sont descendues dans les zones atteintes pour sensibiliser et faire des annonces de dédommagement. Pour un petit rappel historique, la peste porcine africaine était limitée au continent dont elle porte le nom jusqu'en 1957. Elle a ensuite été signalée à Lisbonne, au Portugal. Le virus a fait son apparition en Lituanie en 2014. C'était une première dans l'Union européenne. Il s'est alors répandu dans l'Europe de l'Est. La République tchèque et la Pologne ont connu une épidémie de la peste en 2017. Dans certaines zones d'Afrique de l'Ouest, un cycle qualifié de domestique a lieu, au cours duquel le virus s'attaque aux porcs domestiques en l'absence des phacochères. La peste porcine africaine est source d'importants dégâts socio-économiques. C'est une maladie d'enjeu vétérinaire qui nécessite des mesures rigoureuses. Voilà, merci beaucoup. C'était donc la voix de Thibozo, voilà, Thibozo Malini, sur un reportage de Thibaut Mafon, je le disais en introduction donc, de ce plateau, Le Monde agricole. Monsieur Adam Adenile, c'est bien ça, vous êtes vétérinaire. Oui. Et enseignant, chercheur, oui. À la faculté des sciences agronomiques. À la FSA, oui, à l'université d'Abomey-Calavi. Alors, vous êtes là pour nous parler de cette épidémie qui sévit depuis un moment. Dans la vallée de l'Ouémé, précisément, nous prions, enfin, vu que le gouvernement a déjà pris des mesures pour circonscrire le mal, nous prions que ce mal n'envahisse pas les autres départements de notre pays. Alors, pour en parler, vous avez en face de vous Estelle Pazou. C'est une collègue. Estelle, bonsoir. Bonsoir, Karamat. Oui, vous pouvez y aller pour la conduite de la rubrique Le Monde agricole. Alors, Monsieur Adam Adenile, merci d'avoir accepté notre invitation. Depuis le début de l'année, vers 6 janvier, la peste porcine sévit actuellement au Bénin et comme ma collègue l'a si bien dit, dans 4 communes de l'Ouémé. Alors, avant de parler des manifestations même de la peste, nous allons essayer de définir ce que c'est que la peste. Merci beaucoup, Madame la journaliste. Merci pour m'avoir fait appel. Et je pense quand même que le mot peste, et comme on l'entend, c'est un mot qui fait courir les spécialistes du monde agricole.
Vous savez, dans le sens littéraire, quand on parle de peste, c'est qu'on dit quelqu'un a la peste. Ah, mais il est à fuir, hein? Oui, il est affolé, ouais. Il ne s'y contient plus. La peste porcine africaine, pour définir cette maladie, c'est une pathologie virale et très contagieuse qui affecte surtout les porcs domestiques. Mais c'est les phacochets, les sangliers qui demeurent les réservoirs, hein, c'est-à-dire c'est des porteurs sains. Ils ont le virus, mais ils ne manifestent pas la maladie. Ah, donc les animaux peuvent être porteurs donc de... Oui, sans manifestation. Les signes. Oui. On les appelle les porteurs sains. Et leur viande peut être consommée sans aucun danger ou... Bon, bien sûr, la viande pour ces animaux qui hébergent le virus, on peut consommer la viande, mais dans une certaine mesure. Puisque vous voyez, lorsque les chasseurs vont dans la brousse, ils ne font pas le diagnostic des gibiers. Donc, ils les abattent, ils les amènent à la maison. Donc, c'est quand même un risque. La peste porcine africaine, au fait, n'est pas une maladie des hommes. C'est une maladie animale et c'est strictement pour les porcs domestiques. C'est eux qui manifestent la maladie. Donc, la maladie est causée par un virus. Nous sommes d'accord, un virus avec quelques caractéristiques. La caractéristique principale, c'est que c'est une septicémie hémorragique, c'est-à-dire le virus envahit tout le sang de l'organisme et les mortalités peuvent avoisiner les 100%. Alors, quelles peuvent être les manifestations cliniques de la maladie? Oui, merci Madame la journaliste. En parlant de manifestations de cette maladie, il faut d'abord préciser ce que c'est que la période d'incubation. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la durée qui sépare le moment de la pénétration du virus dans l'organisme et l'apparition des premiers symptômes. Oui. Alors, cette période varie de 5 à 7 jours, c'est-à-dire dans les conditions naturelles. Alors, après, les premiers signes qu'on peut enregistrer, c'est de la fièvre, c'est-à-dire il y a une élévation de la température corporelle de l'animal qui peut aller jusqu'à 42 degrés. Et puis, il y a 4 formes de manifestation. Il y a la forme suraiguë, la forme aiguë, la forme subaiguë et puis la forme chronique. Mais il faut signaler que c'est les 2 premières formes qui sont les plus rencontrées et dans souvent les élevages. Alors, par rapport à la forme suraiguë, c'est une forme assez violente, c'est-à-dire qui dure à peine 24-72 heures. Et l'animal meurt automatiquement. Alors, quel est aujourd'hui l'impact de la maladie au Bénin? Oui, alors, parlant d'impact, il faut dire quand on entend la peste porcine africaine et qu'on dit que ce n'est pas une maladie, ce n'est pas une zoonose, on se dit, ah, Dieu merci, ce n'est pas une maladie de l'homme, mais les impacts sont énormes. Il y a l'impact économique, c'est-à-dire ça décime tout l'élevage. Si, parce qu'actuellement, déjà, ça fait 15 000 porcs et porcelets qui ont été abattus. C'est important. Ouais. Il y a l'impact socio-économique dont je parlais tout à l'heure. Il y a l'impact politique, parce que lorsque dans un pays, la maladie se déclenche et que le gouvernement ne prend pas de dispositions pour arrêter la propagation de la maladie et que ça commence par se propager vers les autres pays, ça peut créer un scandale politique. Et la propagation, elle se fait comment Oui, la propagation se fait par contact direct entre les animaux malades et les animaux sains. Et ça peut se faire aussi par, lorsque à cet élevage-là, les animaux sauvages ont accès, je veux parler des rats, des souris qui vont dans la brousse et qui visitent encore l'élevage. Ils peuvent transporter des tiques qui sont des vecteurs de ce virus-là. Bon. Et puis encore, les hommes et le matériel d'élevage peuvent constituer aussi des éléments de transport du virus. C'est-à-dire, vous allez dans un élevage où la maladie sévit, vous touchez aux choses et vous revenez dans un autre élevage, vous pouvez facilement contaminer les animaux. Alors, donc, c'est une maladie à propagation très rapide. Oui. Très rapide. Alors, pour un agriculteur, un producteur de porc, qu'est-ce qu'il doit faire en face de la maladie? Oui, dès l'apparition des premiers symptômes. Ok, cette question, elle va être prise du moins avec en partie. Alors, lorsque vous êtes éleveur et que la maladie se déclenche, vous ne pouvez pas déclarer la maladie. C'est l'État qui déclare la maladie. Et lorsque l'État déclare la maladie, c'est l'État qui prend des dispositions pour dire, ah, attention, la maladie a été détectée dans telle zone. On prend les dispositions qu'il faut. Un peu comme l'a fait le gouvernement, oui, là. Comme le gouvernement l'a fait exactement. On abat les animaux et on indemnise les éleveurs. Mais vous, éleveurs,
qu'est-ce que vous devez faire? C'est ça qui est plutôt important. Exactement. C'est même la question. C'est-à-dire, lorsque la maladie a été déclarée, on vous a privé de vos animaux. Avant de reprendre les activités, que doivent-ils faire? Vous devez observer ce que nous appelons un vide sanitaire. C'est-à-dire les locaux qui ont servi à héberger les animaux ne devraient pas être utilisés avant un minimum de 3 mois. C'est-à-dire qu'il faut procéder à des désinfections, nettoyer les abreuvoirs, les mangeoires, tout ce qui a servi à garder la porcherie, tout. Et vous n'utilisez pas le local pendant environ 3 mois. C'est seulement après 3 mois que vous êtes autorisé à amener d'autres animaux. Donc, c'est-à-dire que les éleveurs de porcs que nous avons dans la vallée de l'Ouémé et tout ça, ils sont appelés à attendre 3 mois. Normalement. Activité, ils arrêtent tout. Toute activité cessante. Mais ça pose un véritable problème économique. Bien sûr, bien sûr. S'ils n'avaient que ça comme activité principale. Bien sûr. Vous savez, on ne peut pas faire d'omelette sans casser d'œufs, dit-on. Alors, si on se presse très tôt à ramener encore d'autres animaux, c'est que le virus est très résistant dans le milieu extérieur. Le virus peut résister, ça peut faire plus de 2-3 mois dans le milieu extérieur. Donc, si les dispositions ne sont pas prises et que d'autres animaux arrivent aussitôt, les virus vont encore envahir cet animal-là. Et l'infection est entretenue d'année en année dans les élevages. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de sauver quelques têtes quand la maladie survient? Oui, au fait, lorsque les premiers signes ont commencé, l'éleveur doit prendre une disposition, c'est de commencer par séparer les animaux suspects, c'est-à-dire ceux qui ont commencé par présenter les effets de température. Il les sépare des autres animaux qui sont sains. Et c'est sur les animaux suspects, c'est sur ces animaux-là qu'on fait maintenant les procédures d'abattage et consorts. Mais les autres animaux, on peut les récupérer et avec de l'antibiothérapie, on peut les renforcer et les récupérer facilement. Monsieur Adenilé, la dernière épidémie remonte à 1997. Alors, qu'est-ce qui explique cette résurgence? Enfin, pourquoi le mal a ressurgi? Je vais faire simple pour ne pas me compliquer la vie. Exactement. Au fait, je vous le disais tout à l'heure, c'est la mauvaise gestion post-maladie qui pose le problème. Lorsque la maladie a survécu et on a fait on a pris les dispositions, est-ce que les éleveurs ont respecté la période de vide sanitaire? Est-ce qu'ils ont été sensibilisés comme cela se doit? Je crois que c'est aussi là la question. C'est vraiment une question qui est bienvenue. Moi, je pense que chacun fait quand même son travail. Donc, la sensibilisation doit continuer parce que, qu'on le veuille ou non, nos éleveurs, il faut voir d'abord que les élevages sont trop éparpillés sur le territoire. Quelqu'un a peut-être 2 têtes d'animaux dans sa maison, l'autre à 3. C'est très difficile à contrôler lorsque des situations comme ça s'imposent. Mais je pense que l'État y met les moyens qu'il faut pour arriver quand même à contenir la maladie. Et est-ce qu'il y a des dispositions à prendre? Oui, il faut dire que c'est une maladie incurable. C'est-à-dire une fois que la maladie est déclenchée, seule la mort peut libérer l'animal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un traitement spécifique contre la peste porcine africaine. Le seul moyen de gérer la maladie, c'est la prévention. Et cette prévention repose essentiellement sur les mesures d'hygiène, c'est-à-dire ceinture de sécurité, éviter le déplacement des animaux, c'est-à-dire d'une localité à une autre, et éviter aussi d'échanger le matériel d'élevage, c'est-à-dire je vais chez Agossou aujourd'hui, il a un peu de la provence, donne-moi un peu de provence, j'amène ça chez moi, passe-moi ton. Il n'y a pas question de troc entre les éleveurs, c'est ça Non, il peut y avoir, mais puisque en temps normal, chaque éleveur devrait avoir un technicien en santé animale, c'est-à-dire, je vais parler ou bien dans chaque localité, il y a un vétérinaire sanitaire qui est mandaté par l'État et qui suit les éleveurs. Et lorsque l'éleveur n'est pas sous le contrôle de ce vétérinaire sanitaire, l'éleveur lui-même peut choisir d'avoir un technicien privé, c'est-à-dire qui l'aide à suivre son troupeau. Lorsqu'il n'y a pas ça, la gestion des pathologies restera toujours une affaire très difficile. La viande de porc, on le sait, elle est bien prisée par certaines populations et le Nigeria est un grand pays qui consomme en tout cas la viande de porc en provenance du Bénin. Est-ce que cela ne va pas amener, cette information de peste porcine ne va pas amener le Nigeria à mettre un tant soit peu un embargo sur la viande de porc en provenance du Bénin? Oui, au fait, l'embargo ici, ce n'est pas strictement lié au fait qu'on mange ou on ne mange pas. L'embargo va être lié au fait
que la maladie ne soit pas transportée vers le Nigeria. C'est seulement les dispositions que les Nigériens peuvent prendre actuellement, c'est-à-dire mettre une ceinture de sécurité, interdire les sorties et les entrées des animaux sur leur territoire. Est-ce qu'on peut consommer, puisque je tiens beaucoup à la consommation, puisqu'on consomme beaucoup le porc, est-ce que... Madame la journaliste, cette question, généralement, lorsque les gens vous demandent est-ce qu'on peut consommer la viande de porc et que vous leur dites, mais l'homme ne fait pas la maladie, les gens se disent, alhamdoulilah, donc c'est bon. Non, même si l'homme ne fait pas la maladie de la peste porcine africaine, la consommation, on ne peut pas consommer un cadavre. C'est-à-dire un animal qui est mort, c'est fini, sa viande n'est plus propre à la consommation. Un animal qui est malade, c'est que son organisme a déjà subi un certain nombre de modifications. Les virus qui se sont installés dans l'organisme ont excrété énormément de toxines. Les toxines qui ont déjà modifié la valeur nutritive de la viande. Donc, en consommant cette viande sans précaution particulière, qu'est-ce que vous risquez? Vous risquez d'autres infections, des troubles. Il n'est pas conseillé de manger. Il n'est pas conseillé de manger la viande d'un animal malade et pire encore, d'un cadavre. Donc, les gens de la vallée de l'Ouémé vont rester pendant combien de temps sans consommer leur halal? En fait, c'est le souhait et c'est la règle à observer. Mais nous connaissons bien comment ça fonctionne. Et ceci est lié un peu à notre niveau de développement et notre niveau de connaissance par rapport à cette maladie. L'État ne peut pas aller dans les coins reculer. L'État ne peut faire ce qu'il peut faire. Mais ce qu'ils sont en train de faire, c'est déjà pas mal. Mais n'importe comment, fausse d'information, les gens vont toujours consommer. Mais le risque, c'est lointain. C'est-à-dire que ce n'est pas aussitôt après la consommation que vous avez les dégâts. Les dégâts sont vraiment lointains. Vous affaiblissez votre système de défense, vous affaiblissez votre organisme. Et on s'expose à beaucoup de conséquences. Exactement, vous devenez plus vulnérable à d'autres infections. Merci beaucoup, Monsieur Adam Adenile, docteur vétérinaire et enseignant-chercheur à la Faculté des sciences agronomiques de l'Université d'Abomey-Calavi. Merci d'être passé sur le plateau. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup d'être venu et nous espérons que vos portes nous sont ouvertes. À chaque fois qu'on viendra toquer, ce serait avec un grand plaisir pas que nous viendrons parler un peu des pathologies animales sur ce plateau. Merci déjà de garder le contact avec BB24, Estelle Pazou. Merci aussi à vous pour cet entretien axé sur la peste porcine. En tout cas, vous êtes prévenus, chers consommateurs de viande de porc. Si vous pouvez observer ne serait-ce que 2, 3, 4, pourquoi pas 6 mois sans consommer la viande de porc, ce serait bien pour vous-même et votre santé. Alors, terminus, tout le monde descend. C'est la fin de ce numéro du Grand Rendez-vous. Nous sommes, je le rappelle juste, lundi 15 janvier 2018. Avant de nous quitter, je vais demander à la réalisation de nous faire passer la météo, encore une fois.
prenez juste vos dispositions pour ne pas être surpris. Demain, c'était donc la météo. Merci à toute l'équipe qui a travaillé à la réalisation de ce grand rendez-vous. Moi, je vais remercier particulièrement les filles, Nadège, Sonny, Estelle Pazou, Agnès Bello et la fine fleur, Amandine Anyambossou. Elles sont toujours au rendez-vous et toujours avec des informations pertinentes. Chères dames, merci. On vous attend encore demain, enfin, pour certaines d'entre vous. Alors, qu'est-ce qu'on a parlé? Si c'est maintenant que vous nous avez rejoints sur le grand rendez-vous, nous avons parlé dans le monde agricole. C'était tout à l'heure donc de la peste porcine et de ses conséquences. Nous avons aussi parlé des appareils électromagnétiques, de leur impact sur l'environnement une fois ces appareils mis hors d'usage. Nous sommes revenus également vous parler avec Agnès Bello de ces engins-là qu'on appelle les tricycles qui font partie de notre quotidien désormais. Et puis l'expert qui nous a parlé de développement, comment bien démarrer son année 2018, comment rendre 2018 encore plus agréable, se fixer toujours des objectifs, se donner des moyens de réussir et surtout, agir. Merci beaucoup d'être resté avec nous, avec moi. Ce fut un plaisir en tout cas. Je vous retrouve demain. Plaise à Dieu. Au revoir.